Enjeu stratégique pour les territoires, enjeu stratégique pour les citoyens, enjeu stratégique pour les acteurs économiques, qu'ils soient de l'audiovisuel ou qu'ils soient des télécommunications, mais également derrière avec des enjeux financiers aussi conséquents, puisque dans l'attribution des fréquences, que ce soit par exemple sur les dernières licences 4G, on est, je crois, un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Pareil sur le refarming, et la question, bien évidemment, viendra également sur la bande des 700. Alors pour nous, en tant que parlementaires, nous, évidemment, on demande à être associés le plus en amont possible à ces discussions, et on l'avait souligné d'ailleurs dès cette année avec Laure de la Raudière, avec qui je travaille beaucoup sur ces questions numériques et télécoms, en disant qu'il fallait impérativement que les parlementaires soient associés dans le futur dividende numérique. Dernièrement, la ministre Fleur Pellerin a annoncé qu'il y aura une concertation à la fois sur les modalités d'attribution et le calendrier de cette nouvelle bande. On le voit également un certain nombre d'organismes. Je citerai par exemple l'IDAT qui préconise une utilisation harmonisée en Europe de la bande des 700 pour soulager effectivement les réseaux, comme c'est fait aux États-Unis ou par exemple en Asie. Il est vrai qu'ils ont peut-être par les États-Unis des réseaux 3G moins performants que l'on a en France. Et puis se pose bien évidemment face à ces questions la combinaison des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, des enjeux de l'innovation, de transformation de notre économie qu'on ne perçoit pas toujours, à mon sens, peut-être suffisamment. Je crois que tous les acteurs, que ce soit dans les territoires, que ce soit les élus économiques, ne voient pas toujours le bouleversement qui est en train de se faire et le fait que la valeur se situe de plus en plus dans la donnée, ce qui est un changement de paradigme économique qui est extrêmement également important. Donc voilà, nous avons toutes ces questions-là et ensuite effectivement, alors je suppose que c'est l'objet de la table ronde où chacun des acteurs ici présents aura un avis peut-être différent sur ces opportunités, mais encore une fois en tant que parlementaire, je le dis et je le redis, que le numérique est vraiment un des leviers de croissance majeurs dont on dispose en Europe et en France et dans les territoires, et qu'on doit, en tant que parlementaire en tout cas, accompagner le mieux possible et anticiper ces évolutions et faire en sorte que l'on soit un pays d'excellence numérique, à la fois en couverture très haut débit fixe et mobile, et de développer derrière toute l'économie numérique et toute la panoplie de services et d'applications que l'on peut apporter à nos citoyens et à nos territoires. Voilà, j'en ai fait une finie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci, Madame la députée. Vous avez très bien posé le problème sur les enjeux du numérique en France, relais de croissance, et sur l'histoire des partages des fréquences. Il se trouve qu'il y a peu de temps, Monsieur le Président de la République, François Hollande, dans un conseil de défense, a fait un arbitrage en faveur du deuxième dividende numérique qui serait remis en jeu en 2016. Vous l'avez signalé, et c'est, j'imagine, pas tout à fait par hasard, ce matin est paru dans le Figaro, autant dire le nom, une tribune d'un nombre de quelques grands patrons, la majorité des grands patrons des télévisions françaises, Nonce Paolini, Rémi Filmin, Baudecroux, Alain Veil et pas mal d'autres, qui disaient: nous ne voulons pas, il ne faut pas que cette bande 700, qui est une bande aujourd'hui attribuée à l'audiovisuel, soit remise en jeu. Alors, nous avons la chance autour de cette table ronde d'avoir à la fois des représentants des télécoms et un représentant de l'audiovisuel. Donc, je vais me tourner vers Monsieur Éric Scherer, qui est donc directeur de la prospective de la stratégie numérique chez France Télévisions. Dites-nous pourquoi Rémi Filmin, votre patron, a signé cette tribune. Écoutez, c'est assez simple. Nous souhaitons garder cette bande des 700 parce que pour pas mal de raisons. La première étant le risque d'avoir une hypothèque majeure sur le développement, sur l'essor de la TNT. La TNT, c'est quand même aujourd'hui le référentiel de qualité technique et de qualité de diffusion universelle en France, qui permet à chaque téléspectateur, soit
aujourd'hui en tout cas une très très grande majorité, d'être assuré d'avoir la même qualité, quelle que soit sa situation géographique. Rappelez un instant les avantages avant de voir les problèmes que vont nous poser, que risque de nous poser l'abandon de cette fréquence. L'accès libre de la télévision est basé aujourd'hui sur la TNT. Les autres moyens sont payants. La TNT, c'est aujourd'hui le moyen, je disais tout à l'heure, le moyen massif d'accès gratuit à la télévision par voie hertzienne numérique, contrairement à d'autres pays, contrairement aux États-Unis ou en Allemagne, où le câble ou le satellite sont plus utilisés. Les vertus de la TNT aujourd'hui sont connues, sont importants et je voudrais m'y arrêter une petite seconde. On en voit en tout cas de notre côté 3 et les autres patrons des chaînes partagent cet avis avec nous. La TNT, c'est d'abord de la qualité d'image et c'est une possibilité d'atteindre quasiment 100% de la population aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui de l'IP, notamment dans les zones éloignées des centraux. Et puis c'est la possibilité d'avoir une quantité de chaînes non négligeable, on l'a vu dans le développement. La deuxième chose, la deuxième vertu importante aujourd'hui de la TNT, c'est l'indépendance des bassins d'audience. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de gens qui sont connectés à la TNT, il n'y aura pas de qualité sur la qualité du service qui leur sera distribué. C'est donc un phénomène important par rapport aux autres moyens de transmission. Et enfin, c'est quand même la gratuité. La gratuité pour l'ensemble des usagers. Il n'y a pas aujourd'hui de service numérique gratuit. Et puis c'est l'anonymat. On oublie trop souvent cette qualité-là, c'est l'anonymat pour les usagers, contrairement aux autres services. Alors, un peu plus contrairement, et pour rentrer un peu dans les détails, ou peut-être pas les détails, mais en tout cas les raisons principales qui nous inquiètent. Les raisons principales qui nous inquiètent sur cet abandon de fréquence, c'est d'abord la poursuite du développement des chaînes en haute définition. Le fait, je me permets peut-être aussi de rappeler ça, le fait qu'on ait ces fréquences, en échange de ces fréquences, on a notamment des obligations de production, des obligations de financement de la création, des obligations de pluralisme politique et des obligations de diversité. Donc en échange de ces fréquences, on a un certain nombre d'obligations à remplir. Alors, l'abandon de cette fréquence voudrait dire pour nous une sérieuse menace sur le développement de la haute définition. Aujourd'hui, la haute définition, pour France Télévisions en tout cas, c'est simplement France 2. Le public est en droit de s'attendre à un passage de la haute définition pour les autres chaînes, qu'ils soient de service public ou qu'elles soient privées, dans un avenir assez proche. D'autant que la qualité des écrans qui va être disponible ou qui est déjà disponible, je pense aux écrans Retina, je pense aux écrans de très très haute définition. Si vous restez en basse résolution, vous avez une image de très faible, de mauvaise qualité. Donc le développement de la haute définition des chaînes est menacé. Deuxièmement, l'innovation est menacée. On voit non seulement arriver, mais on l'a fait nous en expérimentation déjà sur Roland-Garros, l'arrivée de la ultra haute définition. Ultra haute définition, c'est ce qu'on appelle en cinéma la 4K, c'est-à-dire 4 fois la haute définition actuelle, qui peut utiliser ce type de fréquence. Si on nous empêche d'innover alors que les autres vont pouvoir le faire, il faut se rappeler ou en tout cas avoir à l'esprit que la 4K est en train de débarquer, est en train d'arriver, même si les programmes ou les contenus ne sont pas encore là. Elle est en train d'arriver par d'autres moyens. Et certains pays sont déjà en train d'expérimenter de la 8K au Japon, notamment NHK, sur certains écrans. Enfin, le problème qu'on aura assez rapidement, c'est celui de devoir, et là c'est plus technique, de devoir aménager un certain nombre de fréquences, notamment dans des zones frontalières. Aujourd'hui, la télévision, elle change très très vite. Elle change très vite, tout le monde le sait, elle a quitté le téléviseur.
Et quel que soit le mode de diffusion, cette télévision, elle va être linéaire, elle va être non linéaire, elle va être connectée, elle va être sociale, elle va être hyper distribuée sur tous ces écrans, elle va être mobile, elle va être interactive, elle va être enrichie, elle va probablement être coproduite. On est inquiet pour nos modes de distribution. Alors, nous souhaitons, encore une fois, la garder. Peut-être il y a des pistes, je ne sais pas. Nos amis des telcos, des opérateurs nous diront si leur appétit est immédiat ou s'il peut attendre un petit peu. Mais si cette bande des 700 devait être libérée comme c'est annoncé, peut-être des pistes peuvent être imaginées, comme nous garantir à nous, diffuseurs, une vraie neutralité du net, qui n'est aujourd'hui absolument pas garantie et qui est en suspens. Ou alors même, mais c'est encore plus difficile dans un système très ouvert et de plus en plus ouvert, de renforcer le régime des distributeurs de services de télévision, c'est-à-dire d'imposer d'une certaine manière un certain nombre de règles à tous les distributeurs. Alors, j'ai bien entendu Boris Baud qui intervenait auparavant et qui disait que la TNT par voie SN, c'était un système curieux, puisque effectivement d'autres passaient par tous les réseaux IP. Vous avez dit vous-même que la télévision devient délinéarisée, elle quitte le téléviseur, donc elle a davantage besoin de réseaux IP que de réseaux hertziens. Non ? Elle a besoin de tous les réseaux en ce moment. Et aujourd'hui, le mode de diffusion majoritaire, dominant, archi-dominant, c'est celui de la TNT hertzien numérique, qui pour l'instant satisfait et donne satisfaction à la majorité de nos concitoyens pour les raisons que j'ai évoquées. Longuement. Merci. Je me tourne vers Olivier Henrard, donc secrétaire général de SFR. Donc on a entendu le point de vue des télévisions et elles veulent garder la bande 700. J'aimerais avoir le point de vue d'un opérateur télécom. Alors il doit être double. J'imagine qu'il a besoin de récupérer des fréquences, mais on lui a déjà vendu des fréquences, le premier dividende numérique il y a peu de temps, il y a moins de 18 mois, et on lui a dit c'est très cher parce que c'est rare parce que vous n'en aurez pas avant 10 ans. Et là, on vous dit, eh bien, écoutez, vous venez d'acheter très cher la bande 800, on va vous proposer la bande 700 dans 2 ans après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors effectivement, M. Scherer demandait si nous avions un appétit pour ces nouvelles fréquences. En fait, c'est un petit peu comme si, avec les 800, on sortait de table d'un 3 étoiles Michelin, et qu'avec les fréquences 700, on nous propose de rentrer à l'Auberge Rouge. Hein. Donc un petit peu contrainte, et puis ça se termine pas très bien à la fin pour la bourse des visiteurs. Non, alors plus sérieusement, objectivement, le besoin de fréquences à moyen voire long terme, il n'est pas totalement évident. Nous commençons à peine à exploiter les fréquences 800. Les fréquences 1800, on le sait, elles sont réutilisables à partir du mois de mai 2016, voire avant, si on en fait la demande à l'ARCEP, et on vient d'en avoir un excellent exemple avec un de nos très honorables concurrents. Et puis les fréquences 900 qui sont utilisées par la 2G, elles finiront bien par être libérées également à la fin de la décennie approximativement. Donc, en fait, le véritable sujet pour nous, c'est celui du mur d'investissement qu'on est en train de dresser devant nous, avec la conjonction d'une part de l'accélération de nos investissements en 4G, avec le respect des engagements que nous avons pris pour déployer la fibre sur une partie substantielle du territoire où nous pouvons espérer une rentabilité immédiate, et puis donc la perspective de devoir payer pour de nouvelles fréquences qui ne répondent pas à un besoin immédiat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et on rejoint à nouveau l'intérêt général, la référence à l'intérêt général qui constitue le beau titre de cette tribune, puisque je vois que le titre, c'est « L'intérêt général doit prévaloir ». Voilà, la question, c'est aussi de savoir si l'État va faire une bonne affaire dans cette circonstance. Et le fait est qu'on vient d'avoir, par exemple, en Australie, un exemple récent d'enchères un petit peu précipitées portant sur les fréquences 700,
qui ont abouti à un échec partiel de la procédure d'enchère. Donc très clairement, du point de vue de l'intérêt patrimonial de l'État, il y a un véritable risque soit que les enchères soient partiellement infructueuses, bon ça c'est un risque mineur, soit qu'on obtienne à peine le prix de réserve, et donc on se trouve dans une configuration très différente des fréquences 800 où le prix acquitté par les opérateurs était 35% au-dessus du prix de réserve. Alors ça pourrait également être une mauvaise affaire pour l'État, dans la mesure où on va se poser pour les opérateurs la question de l'engagement de la responsabilité de l'État au titre de l'insincérité des enchères de 2011, puisque on a défini en 2011 un cadre dans lequel nous avons développé des anticipations a priori rationnelles sur la base des informations qui nous étaient communiquées. Et au nombre de ces informations figurait la non-disponibilité de nouvelles fréquences basses avant l'expiration d'une période d'au moins 10 ans. Donc la question de la sincérité des conditions dans lesquelles nous avons formulé nos offres va se poser très sérieusement et on pourrait tout à fait envisager que devant le juge administratif, les opérateurs demandent réparation du préjudice qui leur a été créé de ce chef. Et puis enfin, vous allez faire une action contre l'État pour insincérité et demande de réparation ? En tout cas, juridiquement et économiquement, d'ailleurs, la question se pose de façon très sérieuse et elle sera tranchée au vu du calendrier et des modalités des enchères 700 si elles se déroulent finalement, puisque évidemment le préjudice qui pourrait nous être causé variera avec la date finale de mise aux enchères et puis l'étalement éventuel des paiements pour le prix de ces enchères. Et puis peut-être le dernier sujet du point de vue de l'intérêt général, c'est quand même l'aggravation du déséquilibre entre les opérateurs de réseau, entreprises nationales, et les acteurs globaux de l'Internet, entreprises par définition non françaises, puisque en définitive, en créant des surcapacités massives de fréquences, on dévalorise le prix de la prestation que nous, opérateurs de réseau, délivrons aux éditeurs de services Internet qui utilisent ces réseaux. Donc, dans ces conditions, comment veut-on que nous puissions, alors que c'est un de nos principaux enjeux des années à venir, monétiser le service que nous offrons à ces acteurs de l'Internet à partir du moment où il sera bien évident que ça n'est plus un service rare, ça n'est plus une ressource rare que nous gérons, que nous exploitons et que nous mettons à leur disposition, mais au contraire une ressource en pleine surcapacité. Donc, de ce point de vue-là aussi, je crois qu'il y a une considération d'intérêt général qui ne peut pas être écartée si facilement, ou en tout cas qui doit être totalement intégrée dans les prévisions des pouvoirs publics lorsqu'ils vont définir, à supposer qu'ils le fassent, mais je peux comprendre que la question de principe était engagée, le calendrier et plus généralement les modalités d'organisation d'enchères portant sur les fréquences 700. Merci. Donc, si j'ai bien compris votre propos, vous ne voulez pas tout de suite des fréquences et surtout, vous n'en voulez pas au prix que l'État aimerait vous les proposer. Alors, on n'a pas encore d'indication précise sur le prix, mais en tout cas... L'État imagine qu'il récoltera à peu près ce qu'il a récolté sur la vente des fréquences 4G. C'est peut-être une prévision un petit peu rapide à partir du moment où la question de l'échéance, qui est totalement fondamentale pour déterminer le prix d'un bien, puisque évidemment ça vient rapporter le contenu de ce bien avec les besoins qui peuvent exister, que ces besoins par définition vont augmenter avec le temps, alors que aujourd'hui présentement ils sont à peu près nuls, enfin même totalement nuls. Donc je crois que imaginer un prix in abstracto, en se fondant sur le précédent des fréquences 800 qui étaient les premières fréquences basses à être mises sur le marché, alors que encore une fois nous sortons de table, c'est peut-être un petit peu rapide. Merci, je me tourne vers Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad. Iliad, plus connu sous la marque de Free, quatrième opérateur, nouvel entrant dans le marché des mobiles. Iliad a acheté des fréquences 4G, n'a pas acheté de fréquence sur la bande 800, c'est ça ? Est-ce que vous êtes, donc du coup, vous n'avez pas acheté la bande 800 ? Est-ce que vous sortez pas de table ? Est-ce que vous avez plus d'appétit que SFR pour acheter la bande 700 ? Vous avez bien résumé. Et je pense que c'est une nouvelle démonstration éclatante
de l'intérêt d'avoir 4 opérateurs et non pas seulement 3 opérateurs historiques. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une interview de Pascal Lamy, le directeur général de l'OMC, il y a quelques jours dans l'Express, l'Expansion, qui dit, et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas une sympathie particulière vis-à-vis de nous, il y a eu 2 réformes structurelles essentielles en France sur les 18 derniers mois. C'est la réforme de la flexibilité du marché du travail et c'est l'attribution d'une 4e licence. C'est pas lui qui l'a fait, il n'a pas d'intérêt particulier vis-à-vis de Free, et je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne vision du monde et de ce que c'est que le monde moderne. Donc, naturellement, on n'a pas été à même, nous n'avions pas les moyens d'aller dans le 3 étoiles qu'évoquait Olivier Enrard. Donc, je peux rassurer ceux qui s'inquiètent, il y aura au moins un client pour les fréquences 700. D'autre part, je crois que de ce que j'ai pu entendre ou lire, l'État est précautionneux dans le sens où on ne parle pas aujourd'hui d'un énorme chèque à faire en 2014, 2015 ou 2016, mais d'un paiement qui pourrait être, comme c'est l'usage dans l'utilisation du domaine public, étalé sur plusieurs années. Donc je crois que chacun des opérateurs serait à même de financer ces fréquences. Et on avait déjà eu la même expérience sur les fréquences résiduelles de la bande 2100. Si vous vous souvenez, il y avait 15 MHz. 5 MHz ont été attribués à Free et il restait 10 MHz qui ont été découpés en 2 lots. Lors du recours au Conseil d'État, les opérateurs historiques ont expliqué qu'ils n'avaient aucun besoin de fréquence, qu'eux avaient été forcés de prendre 15 MHz alors que Free avait l'énorme privilège d'en avoir que 5 et que donc il n'y avait aucun besoin de fréquence nouvelle. Et quand ces 2 lots ont été attribués, c'est ceux qui ont été vendus le plus cher depuis l'origine de la bande 2100. Donc je me méfie beaucoup de ces débats très français où chacun explique qu'il n'a aucun besoin des fréquences. On n'a jamais vu en France des fréquences qui restent en rade. Et je suis prêt à prendre le pari avec tous les participants à cette table ronde que les fréquences 700 se vendront très bien et sans aucun problème, probablement cher, pour une raison très simple. Tout à l'heure, Mme Erel évoquait, je crois, une multiplication par 12 du besoin data à un horizon que j'ai plus en tête. Moi, j'ai une sorte de loi de Moore, c'est que le débit double tous les 18 mois sur la data et que ces fréquences basses, elles sont essentielles, pas seulement pour aménager le territoire, c'est très important, et là, le 800 fera son office, mais ces fréquences basses, elles sont essentielles pour déployer en ville. Et là, j'en viens à la question première de la table ronde, qui n'était pas seulement le 700, mais comment faciliter le déploiement. Si on a des fréquences basses en quantité, on sait sur les zones denses déployer de manière harmonieuse avec moins de points hauts, avec une pénétration meilleure dans les bâtiments. Et je pense que ça, c'est un enjeu important que de pouvoir apporter du très haut débit mobile dans les zones urbaines denses, avec un nombre de sites raisonnable. Et ce n'est pas avec une multiplication des points hauts qui sont très difficiles à obtenir sur les zones denses qu'on peut le faire. Donc, plusieurs choses. La première, c'est que je crois que le débat a été arbitré par le président de la République. Donc les tribunes sur l'intérêt général, sur le vieux débat audiovisuel, télécom, il me paraît un peu daté. J'observe que dans la tribune, l'excellente tribune du Figaro ce matin, il manque 2 signatures qui sont les signatures de 2 des plus grands groupes audiovisuels français. Donc c'est qu'il n'y a quand même pas un consensus absolu sur la nécessité de laisser des fréquences en très très grande quantité à l'audiovisuel. Gardez en tête qu'il y a un objectif public qui est, je crois, en plus partagé par la majorité et par l'opposition, qui est de déployer le très haut débit fixe, donc la fibre optique, de manière ambitieuse. Il y a des financements qui sont prévus pour ça. Les opérateurs ont déjà pris des engagements de déploiement assez ambitieux. Donc je crois que la distribution de la télévision linéaire, non linéaire, sur l'ensemble du territoire, elle a vocation à passer beaucoup plus par des réseaux filaires à très haut débit, que la France est en train d'installer de manière très volontariste, que par une thésaurisation des fréquences, sous prétexte qu'on a la 4K, après la 2K, puis la 8K ensuite. Et ainsi. On a toujours en France une capacité à trouver des explications pour plaider pour l'immobilisme. Donc, besoin des 700 MHz dans les télécoms, évident, et je crois que le débat est déjà tranché, donc on peut parler à l'infini de est-ce que c'est pour l'audiovisuel ou télécom. Deuxième chose, il faut bien sûr gérer le calendrier de telle manière que chacun puisse, les télécoms et l'audiovisuel, gérer les choses de manière
tranquille, que le consommateur ne soit pas perturbé par des migrations trop rapides. Et ensuite, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y aura des clients pour ces fréquences. Merci. J'ai vu Éric Scherer demander le micro avec des gros yeux. Oui, vous non, voulez mais répondre, puis on... Juste pour continuera. rebondir, immobilisme, oui, mais immobilisme et gratuité. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord pour laisser passer notre 4K et 8K sur vos réseaux au prix d'aujourd'hui ou gratuitement, on aura beaucoup moins de soucis. La question est directe, vous voulez y répondre? C'est pas très difficile d'y répondre. Aujourd'hui, il y a 80% des foyers français qui sont abonnés à un accès Internet et qui reçoivent France Télévisions. On subit même un muscari qui nous oblige aujourd'hui à distribuer des dizaines de chaînes locales nationalement. Il est même laissé à notre charge la collecte de ces chaînes en région. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème majeur aujourd'hui de distribution. Olivier Henrat, est-ce que vous assurerez une distribution, j'allais dire, gratuite et non discriminatoire de tous les services audiovisuels? Non, mais là, je crois que le sujet est pas totalement celui-là. Pardon, je voudrais quand même répondre un tout petit peu à Maxime sur la question de la nécessité de disposer de fréquences basses pour couvrir le territoire. Les fréquences basses, elles étaient disponibles en 2011. Je veux dire, Free a opéré le choix d'investissement qui était le sien de ne pas concourir pour l'obtention de ces fréquences. C'est un choix tout à fait respectable, mais il appartient maintenant à chacun de rester fidèle à ses choix. L'obtention de fréquences de même nature, très peu de temps après, dans des conditions qui, évidemment, aboutiront à un prix très sensiblement inférieur, aboutira évidemment à créer au bénéfice de Free un avantage concurrentiel au moins temporaire, et donc à renforcer l'instabilité du cadre réglementaire, qui nous semble quand même le principal problème que le secteur des télécoms a affronté aujourd'hui. Donc voilà, personne n'a été empêché d'acquérir des fréquences basses voici 2 ans. Donc désormais, se précipiter sur les fréquences 700 dans des conditions de marché qui ont bien entendu évolué, puisqu'entre-temps, la pénurie a disparu et on se trouve dans une situation de relative abondance. C'est quand même, sensiblement rompre avec la logique qui était celle des pouvoirs publics lorsqu'on a tenté de donner, voici 3 ans, un cadre de prévision à moyen et long terme à l'ensemble des opérateurs. Merci. On va terminer sur cette histoire de fréquence. On va aborder ce qu'on appelle le refarming des fréquences 1800. Alors, c'est là où on s'aperçoit que les télécoms sont assez procéduriers. Vous dites on va se précipiter sur le 700, mais l'État fait le refarming du 1800. Et là, vous avez attaqué l'État. Enfin, vous avez fait un recours contre cette opération. Expliquez-nous. D'abord, une petite précision sur, on ne va pas faire qu'un débat sur les conditions d'attribution des fréquences. Nous avons été candidats pour obtenir des fréquences 800 MHz, mais on est probablement un des seuls opérateurs dans le monde à avoir dû enchérir à 3 reprises avant même d'ouvrir le service. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu notre licence à acquérir, on a eu des fréquences 2600, puis sont arrivées encore les fréquences 800. On a mis un prix élevé, qui n'est pas connu, c'est le processus qui est comme ça. Et notre prix élevé a été légèrement inférieur aux 3 opérateurs historiques qui avaient des moyens plus élevés. Donc on était bien candidats, pour être précis. Le refarming, on est naturellement très heureux qu'il ait lieu. Je ne sais pas si les opérations sont familières pour tout le monde, mais le refarming, c'est l'opération qui consiste à retirer les restrictions quant aux technologies sur